Alors, Madame Sylvie Boucher, députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Charlevoix, bonjour. Bonjour. Je spécifie que c'est au fédéral. Oui, Hein, c'est un comté fédéral. oui, OK. Vous avez été élu en 2015 oui, et dans les faits, vous êtes maintenant ce qu'on appelle l'opposition. exactement. Alors, dans l'opposition, comment on se sent à être député représentant une circonscription, puis on est dans l'opposition? Mais ça doit dépendre de chacun, mais moi, pour avoir connu 5 ans et demi de gouvernement à une certaine époque de ma vie, je trouve plus facile pour moi maintenant. Je me sens plus libre de parler. Je me sens plus libre d'amener mes idées. C'est moins une ligne de parti. C'est toujours une ligne de parti, mais je pense qu'on a appris avec notre défaite en 2011 et que maintenant, on est plus ouvert à dire vraiment ce qu'on pense. Et je trouve que d'être capable de dire haut et fort ce que je suis, parce que c'est sûr que quand on est au gouvernement, on a une petite gêne, un peu plus une petite gêne, mais ça nous apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris en étant dans l'opposition maintenant, parce que quand tu es dans la bulle du gouvernement ou quand tu as un titre comme secrétaire parlementaire, tu es toujours sur l'adrénaline, tu as des briefings ici et là, tu dois avoir tes dossiers. Tandis que les dossiers, aujourd'hui, j'ai le temps de les lire. J'ai le temps de m'y imprégner un peu plus. Donc, pour moi, c'est une belle école pour un autre gouvernement. Mais on n'est pas au pouvoir. Donc, est-ce qu'on a moins d'influence? Est-ce qu'on a moins d'impact pour sa circonscription? Non. Non? Non, je pense pas. Ça dépend du contact que tu as avec le gouvernement en place. C'est sûr que on va se dire, à Ottawa, on est dans notre bulle. Quand on arrive à Ottawa, on a une game politique à jouer, donc on pose des questions, on est un petit peu plus combatif. Mais quand tu deviens député, quel qu'elle soit, tu deviens le député de tout le monde. Fait que les dossiers, si tu as une bonne entente avec le fédéral, le gouvernement en place, tu es capable d'emmener tes dossiers, tu es capable d'avoir une écoute. Moi, je le sais que je suis un peu fonceuse, un peu tannante. Quand j'ai des dossiers, puis je le dis souvent à ceux que je rencontre, quand j'amène des dossiers à Ottawa, je les ai partout. Je les ai dans le bureau de comté de la Malbaie, je les ai dans le bureau de comté à Sainte-Anne. L'attaché politique du ministre là, et j'en remets une copie directement au ministre concerné. Fait comme ça, il ne peut jamais dire qu'il n'a jamais vu mon dossier. En plusieurs copies. En plusieurs copies. Fait comme ça, des fois, il dit « Ah, je me souviens pas d'avoir vu ça, c'est parce que je te l'ai remis à telle date, à telle heure, devant témoin. Donc, tu peux pas me dire que tu l'as pas lu. Si tu l'as pas lu, tu n'as pas fait ta job. » Mais non, j'ai une bonne entente puis je suis capable d'avoir des réponses. Vous êtes en plus, tout en étant au gouvernement, la porte-parole pour la francophonie. Oui, francophonie et les langues officielles. Et les langues officielles. Oui. Ça implique quoi, ça? Bien, moi, c'est sûr que dans les langues officielles, ça fait plusieurs années que j'ai le dossier. Je l'ai déjà eu de 2006 à 2007. On parle de la francophonie hors Québec. OK. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dans les autres provinces? Dans les autres provinces, et on parle de la minorité anglophone au Québec. Dans la francophonie, c'est la francophonie internationale. À ce titre-là, je suis aussi dans l'association des parlementaires francophones dans le réseau des femmes francophones. Et cet été, je suis allée au Luxembourg déposer un dossier sur la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, mais qui passe par l'éducation des hommes et des garçons à l'international. Donc, on défend la francophonie, les pays francophones. On se rencontre 3 fois par année pour discuter de nos dossiers respectifs, qui ne sont pas nécessairement juste la langue à l'international, mais quand on arrive dans les langues officielles, on a des beaux dossiers comme Air Canada, qui, depuis les 20 dernières années, passe à peu près 3 fois par année devant notre comité, parce que quand tu es rendu en 2017 et tu demandes un verre d'eau, puis on te dit « I don't speak French », ta minute, Il y a un petit problème. Bien, il y a plus qu'un petit problème, c'est que toi, tu es un
réseau d'avions Uh-huh. qui va à l'international. Uh-huh. Des francophones, il n'y en a pas juste au Québec, il y en a partout. Donc, c'est inimaginable, mais c'est des beaux dossiers à défendre. Comment se porte la francophonie dans le monde? Je vous dirais que la francophonie dans le monde se porte bien. Évidemment, on a à peu près les mêmes, pas les mêmes interrogations. La francophonie est forte. Les francophones, on est des combatifs. Mais la francophonie internationale est un peu à l'image des langues officielles aussi. C'est qu'avec toute la nouvelle technologie, tout le monde est branché sur Internet. Maintenant, la francophonie fait face au même dilemme que maintenant, il y a énormément, beaucoup plus de langages qui se parlent dans le monde. Alors, pour garder notre francophonie forte, il faut trouver des solutions. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Ben oui, je pense que ça va être pas un combat, mais un débat qui va revenir souvent. Parce qu'avec toutes les nouvelles technologies, on se rend compte que notre jeunesse, pas nous, notre jeunesse ne parle plus que seulement 2 langues. Elle parle plusieurs langues. Mais il faut s'assurer que le français ne soit pas oublié dans les plusieurs Et langues. c'est l'anglais qui devient toujours, qui est reconnu comme étant la langue des affaires? Il y a beaucoup d'anglais, mais je vous dirais qu'à ma grande surprise aussi, on se rend compte que dans les pays émergents, il y a beaucoup d'espagnol et il y a beaucoup aussi de mandarin. Ah, le mandarin, effectivement. Effectivement. C'est un incontournable. C'est une réalité, malheureusement. C'est un incontournable. Oui, mais le français et l'anglais sont toujours là. Ils sont toujours très forts. Vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, c'est votre deuxième passage en Oui. tant que membre, personne élue. Oui. Vous avez été au pouvoir avec Stephen Harper Oui. dans les années 2000, début des années 2000. De 2006 à 2011. Oui, OK. 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Là, on était au pouvoir. Oui. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est différent quand on est dans l'opposition parce qu'on a plus de temps au pouvoir. C'est différent et j'avais moins d'expérience parce que quand je me suis présentée en 2005, je vous avouerai que moi, j'allais là juste par expérience, prendre de l'expérience. Il faut savoir que je me présentais dans un autre côté, Qui dans était un autre celui de Beauport-Limoilou. oui, et que là, quand moi, je suis partie en élection, j'étais à 5 des intentions de vote. OK. Donc, j'avais à peu près 0 chance de me faire élire. Et je me présentais contre Christian Simard, qui à l'époque était la sommité du Bloc québécois à Québec. Un gros défi. Un gros défi et j'avais pas une grosse équipe. J'avoue sincèrement, je faisais ça dans mon salon, j'avais pas d'argent. Ma fille de 17 ans, Mélinda, était ma directrice de campagne. Ma fille de 16 ans était ma directrice de campagne adjointe. Puis j'avais une amie qui était de Léon Velasquez, Yamilette de Léon Velasquez, qui était une amie de mes filles, qui était à mon agenda. Tout ce beau monde-là n'avait jamais fait de politique. Fait que quand il arrive, puis que quelqu'un appelle du PMO à l'époque, là, le Prime Minister Office, là, puis il dit, ben là, il faut que Sylvie tourne à droite. Puis ma fille, elle répond, elle dit, êtes-vous déjà venue dans le comté? Non. Elle dit, c'est moi la directrice, je peux faire ce que je veux à ma mère. Oh. Et quand j'ai été Elle élue... avait une personnalité pour Ah oui, répondre. oui, oui. Et quand j'ai gagné le 23 janvier 2006, c'était mon grand étonnement aussi. Parce qu'il faut savoir que j'étais monoparentale avec 2 enfants, 2 ados. Fait que là, tu dis, OK, j'ai pas pensé à mon affaire, là, mais là, je suis élue. Je fais quoi? Mais c'est totalement différent. J'avais aucune expérience. Mais j'avais de l'expérience en politique puisque j'avais travaillé au provincial comme secrétaire. Mais être à l'avant-plan, jamais. Et là, tu prends... On est sur les feux de l'action. Là. Bien là, tu es sur les feux de l'action. Je me cachais des médias. Je détestais les médias. Je me cachais dans le garde-robe. Il y a un média qui voulait me voir. Honnêtement, je me cachais. Je voulais Non pas les disponible. voir. Je n'étais jamais disponible. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben là, je me suis fait parler et me dire t'as peur, pourquoi des médias? Parce que je voulais pas. Tu sais, dans les médias urbains, c'est pas la même chose que les médias ruraux. Je voulais pas qu'ils me définissent, je voulais me définir moi-même. Ils m'ont défini pareil parce que j'étais absente des médias. Fait que les autres se sont trouvés une porte Alors là, de sortie. c'est les perceptions qui prenaient le dessus par rapport à la réalité. Et là, c'est là que tu t'aperçois qu'en politique, la perception est souvent très importante. Oui, ça. C'est un must. C'est de là qu'il faut replacer les choses. Exactement. Puis tu n'as pas le choix à un moment donné. Puis il faut que tu suives la vague.
Fait que quand je suis arrivée ici en 2015, j'étais dans un comté que je ne connaissais pas et qui me ne Ouais. personne ne me connaissait beaucoup ici, là, peut-être à Beauport parce que j'avais été leur député, mais l'île d'Orléans, la côte de Beaupré, Charlevoix. Donc, Parce que là, on parle d'une grande, grande superficie versus c'est très, très, en ouais. 2006, c'était Beauport-Limoilou. Oui, donc mais assez tout se concentré. fait assez facilement, là. Alors là, il y a du kilométrage. Tu sais, qui en rentre à- 1 heure et demie, tout est pas mal fait à Beauport-Limoilou. Mais quand OK. tu arrives ici, là, moi, je me souviens, les premières fois, j'avais des invitations ici. Une des premières invitations, c'était avec la FADOC à Beaupré. Puis là, il fallait que j'avais une autre invitation pour aller dire un coucou avec les personnes âgées à Baie-Sainte-Catherine. Oui, 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 je vais y aller, il n'y a pas de problème. En plein hiver, au mois de janvier, Bah. je peux vous dire que je l'ai faite et que quand je suis arrivée à Baie-Sainte-Catherine, j'ai dit, vous restez donc bien loin. Mais là, tu n'as pas l'idée, tu le fais en auto pendant ta campagne électorale en été, mais l'hiver, tu n'as aucune... Tu sais, on est dans les montagnes. Ouais. Mais après ça, tu apprends assez vite. Fait que quand, aujourd'hui, je me suis donné comme principe, il y a une fin de semaine, je suis à Charlevoix. L'autre fin de semaine, je suis sur la côte, OK. c'est plus proche, donc... OK. ouais, Mais en 2006, avec M. Stephen Harper, oui, vous avez été nommé secrétaire parlementaire du premier ministre. oui. Ça fait quoi une secrétaire parlementaire? Bien, ça dépend des gouvernements, je crois, parce que chaque gouvernement, il donne sa couleur. Moi, ce que je faisais avec M. Harper quand j'étais secrétaire parlementaire de M. Harper, c'est que M. Harper avait... Puis il avait découvert ça chez moi. Moi, je suis assez franche dans la vie. Peut-être des fois trop, mais je dis les vraies affaires. Fait que quand je m'assoyais avec, il me disait, bon, Sylvie, là, on a un dossier tel, tel, tel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que les autres étaient ministres. Puis moi, j'étais sa secrétaire parlementaire. Puis je disais, ben moi, je n'irai pas là. Il faut faire attention. Puis je suis une fille de terrain. Puis il m'écoutait souvent. Puis des fois, on avait des bons débats. Mais j'avais les mêmes... puis lui était le premier ministre. Donc, j'avais certains dossiers comme lui. C'était surtout lui. Lui, il me voulait là pour la francophonie puis les langues officielles pour que je puisse avoir une coudée franche. Parce que quand il m'avait nommé, tout de suite après, secrétaire parlementaire aux langues officielles, j'étais allée le voir, j'ai dit, pourquoi vous m'envoyez aux langues officielles? Je suis québécoise. La réalité, honnêtement, des francophones hors Québec, on la connaît mal, au Québec. Oui, effectivement. Puis là, il me dit, ben c'est justement pour que toi, tu apprennes de tes expériences à Québec ce qu'on peut faire à l'extérieur du Québec. Et ça a été un beau cadeau qu'il m'a fait parce que j'ai découvert des gens extraordinaires d'un bout à l'autre du pays. Et quand j'arrivais chez moi avec mes filles, je leur disais, j'arrive de Terre-Neuve. Tu sais, j'étais tout énervée. J'étais allée à Terre-Neuve rencontrer les 1200 francophones à Terre-Neuve. C'est pas beaucoup. Ouais. Tout du milieu artistique. Et c'était incroyable de les voir aller, là. À quel point on a une vitalité, les francophones, un instinct de survie tellement incroyable. Là, on parle même là, d'une future université en Ontario francophone. Oui, il est temps, mais il est temps qu'on donne notre couleur. Et je pense que ça, c'est en donnant des messages positifs. Puis un secrétaire parlementaire à Ottawa, contrairement aux adjoints parlementaires ici au Québec, on a les mêmes... quand on a un dossier, on a les mêmes briefings. Quand le ministre n'est pas là ou le premier ministre n'est pas là, c'est toi qui dois répondre aux questions. On va à la période de questions. On est tous alentour de la table. On fait partie des discussions. Donc, tu es au même titre qu'un gros ministre, mais tu es plus son adjoint. OK. Donc, mais tu apprends beaucoup. Donc, quand tu es à l'extérieur ou qui est dans l'impossibilité de pouvoir répondre, Oui, vous êtes le porte-parole oui. gouvernemental. Gouvernemental. OK. Oui, c'est assez intéressant. Dites-moi, on parlait du comté de Beauport-Limoilou, Oui, puis on parle de la grande superficie de Charlevoix. Là, vous avez en portion Québec, puis en portion Charlevoix.
Charlevoix dit toujours, dès qu'on monte la côte de la Miche, on est dans un autre monde, à Beauport, à la côte de Beaupré. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'on a raison de dire, écoute, je fais partie de la capitale nationale, mettons, au Québec, mais mes préoccupations ici là, sont très différentes. Bon, pour être très honnête, oui. On n'a pas les mêmes réalités en région qu'on peut en avoir en urbain. Et moi, depuis que je suis députée, depuis bientôt 2 ans que je suis députée ici dans la région, c'est un aspect qui me titille royalement, de voir à quel point les 35 dernières années, tout parti confondu, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, quand on aurait pu habiller les deux différemment. OK. On a voulu uniformiser. C'est la tendance. C'est la tendance internationale. C'est pas juste ici au Canada, c'est partout. Mais on a fait, à mon point de vue, personnel, une erreur. Puis moi, j'ai 6 réalités. Honnêtement, j'ai 6 réalités dans le comté. Quand j'arrive à Beauport, on n'a pas les mêmes questionnements que sa côte de Beaupré, qu'à l'île d'Orléans, qu'ici, dans Charlevoix-Ouest, dans Charlevoix-Est, Baie-Sainte-Catherine, puis l'île aux Coudes. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai appris tellement de mon comté que maintenant, je suis capable de le dire haut et fort que quand on parle d'une même voix parce qu'il faut faire de la ruralité. Moi, j'arrête pas de dire à mon gouvernement, mais à mon opposition, je rêve du jour où on va remettre une politique rurale fédérale pour qu'on s'aperçoive que quand on fait du développement économique, oui, on fait un développement économique, mais il n'est pas le même qu'en urbain. On n'a pas les mêmes besoins. Mais parce que le milieu urbain est une densité de population, Exactement. on a tendance à les écouter davantage parce qu'ils ont plus d'impact qu'une région qui est moins peuplée. Peut-être, mais la région qui est moins peuplée, c'est toujours bien elle qui nourrit les villes. Ça, c'est officiel. Bon, on a tendance, mais aujourd'hui, on a tendance, les gens disent, ben, c'est pas les régions ou les ruralités qui non, nourrissent, c'est l'épicerie. IGA, c'est IGA. mais c'est pas IGA, c'est nos agriculteurs, c'est nos cultivateurs, c'est les gens ici, et je le dis haut et fort, et les gens, les médias me le mentent souvent. J'ai été députée en urbain, ce que je ne renie pas, et je suis députée en rural, mais si demain matin on me demandait où je me représenterais, c'est définitivement en rural, parce qu'on n'a pas la même approche, on n'a pas la même... on est des combatifs en rural. On veut se démarquer. Et je pense qu'on est rendu... On n'a pas le choix. Bien, on n'a pas le choix. Puis il faut se le dire, les 10-15 dernières années, notre région a énormément perdu. Oui. En potentiel, en ressources humaines, en travail. On a une migration négative. Alors, comment on peut faire ensemble, parce que ça ne se fait pas seul, puis ça se fait avec tous les intervenants, comment on peut faire, parce que moi, j'ai des gens que je rencontre à Ottawa qui travaillent là, qui sont fonctionnaires, qui viennent de la région ici. Il fallait bien que je devienne députée pour le savoir, puis qui me disent, Mme Boucher, j'aimerais tellement retourner dans chez moi. Mm-hmm. Comment on peut faire? Mais je pense que c'est la prochaine génération qui va faire quelque chose de différent. Pas que nous, on ne veut pas. C'est parce qu'on est un peu, nous aussi, dépassés par la nouvelle technologie, ça va vite. Et on a fait une partie, on a débroussaillé, mais la jeunesse qui s'en vient va construire ce qu'on a débroussaillé. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Puis la façon de définir un comté, parce que c'est fait sur papier foncièrement, et c'est basé sur une quantité d'individus, je veux dire... J'imagine que c'est le nombre parce que je ne peux pas expliquer autre chose. C'est sûr que ça doit être le nombre de voteurs. Ça prend combien de voteurs? Est-ce que ça prend 90 000, 92 000? Je ne sais pas. Mais ceux qui le font, qui font le découpage électoral, je me suis toujours posé la question, je me la pose encore aujourd'hui. Est-ce que c'est des gens qui ont pris la peine d'aller voir la réalité des régions? C'est toujours à ça qu'on est confronté.
Oui, mais on ça peut pense que, changer. mais c'est pas- ben, On peut- idéalement, il faut que ça change. Idéalement, il faudrait que les gens qui soient assis alentour de la table, mais quand ils disent qu'ils vont définir Charlevoix ou Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix, en passant, il aurait pu changer de nom. Là, c'est long de même sur un papier. Mais il faut aussi qu'ils aillent voir la réalité des gens. Tu sais. Moi, quand je parle, là, le débat à Québec, bon, à Beauport, en ce moment, c'est le 3e lien. Moi, je me souviens, quand je parlais du 3e lien ici, le monde me regardait, on l'a dit, elle parle de quoi, elle, là? Là, tu te rends compte, tu dis, oh boy, c'est pas loin, là, je suis à une demi-heure, là, 3/4 d'heure de Québec, là, 1 heure maximum. Tu dis, OK. On le voit juste par la météo. On part de Ah, Québec. c'est l'enfer. Hein, il fait, mettons, beau. On arrive dans les Caps après avoir Ah, passé ça, le cours de la Miche. C'est autre chose. C'est un autre monde. Puis des fois, il pleut à Québec, il fait beau ici. Puis des fois, C'est ça. il fait beau à Québec, puis il pleut ici. Ça fait que on est souvent dans la brume. Je dirais, oui, ça dépend, parce que moi, quand j'arrive dans un cap, c'est sûr que dans un cap, c'est quelque chose. Mais quand tu descends à Baie-Saint-Paul, là, tu te dis, voyons, il n'y a quasiment pas de neige à cause du fleuve. Effectivement. Donc, puis quand tu vas à Saint-Irénée, l'hiver, c'est sa glace. Mais c'est tellement beau, Charlevoix. C'est une région à découvrir, à faire découvrir et à développer. Croyez-vous que le G7 peut être un atout pour enfin faire connaître Charlevoix, pour en tirer parti et profit? Oui, probablement par les médias, ça va devenir international. C'est une super belle vitrine qu'on nous offre. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Je regarde juste comment ça se passe en ce moment. Puis là, on a fait le tour, Denis et moi, pas mal. On a fait 1200 kilomètres de lundi à aujourd'hui dans le comté. Et tout ce que les gens nous disent, c'est qu'ils ne savent rien. Et c'est dommage. Parce qu'il faut comprendre que le G7, oui, ça se passe à la Malbaie. Mais c'est toute la région qui devrait en profiter. Logiquement. Parce que, quelque part, les grands dirigeants de ce monde s'en viennent avec leurs conjoints, leurs conjointes. Et là, c'est beau, là, qui voit la Malbaie, là. Mais on a plein de musées un peu partout dans le comté. Les gens vont arriver peut-être, probablement, par Saint-Irénée. Ils vont peut-être aussi, quelques-uns, arriver par Québec. Donc, c'est à nous de se parler ensemble. Puis je l'ai mentionné aussi quand je suis allée à l'ouverture du bureau à la Malbaie, qu'il ne faut pas que ça devienne, le G7, une plateforme libérale. Il faut que ça soit pour tout le monde. On n'est pas en campagne électorale. Là. C'est sûr qu'on va être à 1 an, mais ça ne devrait jamais être partisan, ces choses-là. Est-ce que l'énergie, parce que les grands dirigeants de ce monde vont être là, mais l'énergie ne serait pas davantage orientée vers les gens qui vont les accompagner? Genre, je pense aux journalistes. Il y a des journalistes politiques, mais il y a des journalistes touristiques. Donc, eux autres, vous êtes ici dans Charlevoix, on vous prend. Oui, il y a l'aspect politique. Mais il y a d'autres aspects. Et voilà. Et ces gens-là, on va vous faire le tour là, pour découvrir c'est quoi Charlevoix. Bien, moi, je pense qu'il faut avoir cette réflexion-là. J'ai énormément de personnes qui m'ont demandé comment agir. Plusieurs personnes nous demandent c'est quoi le point de chute. Bon, là, aller jusqu'à tant qu'on ait le bureau, personne ne le savait. On essayait même à Ottawa d'avoir des informations. Ce que je comprends aussi de ma tournée de cette semaine, c'est que peu ou pas de gens, sauf la clique alentour, le noyau. Il faut le partir de quelque part. Oui, je suis d'accord, mais on est à 9 mois. Oui, ça s'en vient vite. Tu sais, je veux dire qu'on est à 9 mois. Ça se fait. C'est pas au mois de mai, il faut que tu dises à tes organisateurs pour faire. Parce que les tournées, les musées, faut qu'ils soient capables aussi d'avoir des dates pour dire, OK, de cette journée-là à cette journée-là, je sais pas, mais on va louer un autobus, puis on va faire la route, puis on va aller à Baie-Saint-Paul, puis on va faire les musées, puis on va s'en aller jusqu'à la côte de Beaupré. Il faut quand même le prévoir. C'est quand même 2 heures, là, aller jusqu'à Québec, là. Oui, effectivement. Puis eux autres sont peut-être pas habitués d'un côté. Nous, on est habitués, là. Faut prévoir aussi ce genre de choses-là. Faut être prévoyant pour ça. Puis c'est un beau rendez-vous.
Moi, je veux pas que ça soit un rendez-vous manqué. Faut pas. Puis il faut que ça Parce que soit c'est un une opportunité rendez-vous. unique, parce que C'est là, une opportunité unique et c'est une opportunité pour tout le monde. Il faut que tout le monde, à mon point de vue, soit partie prenante on va du essayer que G7. TVCO soit là aussi pour couvrir Bien, l'événement. je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que des gens comme vous font la différence aussi. Je vous écoute, vous êtes quand même, on sent que vous êtes une passionnée. Oui. Mais je regarde un petit peu votre bagage d'études en gérontologie, en technologie de l'information et littérature, puis vous vous retrouvez en politique. C'est complètement deux mondes. C'était pas prévu dans votre parcours, c'était pas quelque chose qui était... Je suis assez éclectique. Je viens d'une génération, j'ai 55 ans aujourd'hui, donc quand je suis sortie de l'école en secondaire 5, tu n'étais pas obligé d'avoir de cégep puis d'université. À cette époque-là, tu sortais puis tu avais un job. Mhm. Puis mon père voulait que je sois avocate, je voulais pas. Je voulais être secrétaire médicale, il voulait pas. Donc, je suis partie sur un coup de tête puis je suis allée travailler 12 ans dans une pharmacie. Ben, OK. Mais j'ai un bac de la vie. Et ça, C'est bien c'est... ça, je pense que ça a été pour moi un tremplin parce que je suis curieuse. Je touche à tout. Puis moi, j'ai souvent été... moi, j'apprends sur le tas. Souvent, souvent, souvent. Et l'opportunité pour la politique, j'ai commencé à 83 à faire de la politique pour les autres. J'ai fait autant du municipal, du provincial que du fédéral. Je suis retournée à l'école. Bon, je suis monoparentale depuis 1991. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec 2 enfants, avec 6 000 $ dans mes poches pour me nourrir. Donc, il fallait que j'aie un système D très, très fort. Et quand mon père est tombé paralysé, bien, pas longtemps après, je me suis séparée, je suis allée aider mon père. Puis j'ai suivi un cours en gérontologie à partir de là pour aider ma mère. Je suis enfant unique. Mon père pesait 300 livres, il a fait 4 ACV dans le même été. Il s'est retrouvé en chaise roulante à 55 ans. Et à l'époque, je pesais 300 livres. Ma mère en pesait 100 livres mouillés. Donc, la capacité que j'avais, parce que j'étais grosse, moi, je pouvais lever les choses puis aller, bon, ma mère s'en est bien sortie. Elle l'a gardé à la maison pendant 1 an. C'est pour ça que j'ai suivi un cours de gérontologie. Moi, quand je suis confrontée à quelque chose, je fonce. On va aller étudier c'est quoi l'affaire. Puis à 35 ans, je suis retournée à l'école parce que là, mes filles m'ont confrontée. Je travaillais au public, je travaillais les fins de semaine, je travaillais à 3 places. Et là, mes filles m'ont dit, on ne veut plus que tu travailles les fins de semaine, maman, on veut être avec toi. Puis là, je ne savais pas quoi faire. Fait que là, je suis allée voir ma mère, puis j'ai dit, maman, je fais quoi, tu sais? Ma mère a dit, tu retournes à l'école. Je dis, non. À 35 ans. Oui. Ouais. Fait que là, je suis retournée à l'école en Office Système Technologie, qui veut dire bureautique, en anglais. Et j'ai suivi mon cours au Collège Barth. Et c'est de là que ça part ma carrière politique. Je suis allée faire un stage dans un bureau de député. Ah, ben tiens. Et à partir de là, ma première job payée en politique, je faisais la revue de presse à l'Assemblée nationale. Donc, dans ce temps-là, on se levait à 3 heures le matin, on allait chercher les journaux au dépanneur, on s'assoyait, on découpait, on faisait des photocopies, puis à 6h30, 7h, il fallait que les députés l'aillent. Quand moi, je travaillais pour les libéraux du Québec à l'époque, et en 2003, quand ils sont arrivés au pouvoir, là, j'étais allée travailler à Sécurité publique. Comme je recevais le courrier, là, le secrétaire, l'adjointe au chef de cabinet puis au chef de cabinet adjoint. Puis après ça, je me suis en allée au tourisme. Puis en 2005, j'ai démissionné pour pouvoir me présenter en politique fédérale. Eh ben, c'est une belle histoire. Hein? C'est surtout, les gens pensent que, puis mon côté communautaire, parce que j'ai toujours travaillé dans le communautaire, j'étais accompagnatrice en phase terminale pour les sidéens de 94 à 97, parce que c'est une amie à moi qui était malade. Et j'ai toujours fait du bénévolat. Et ça, ce côté communautaire-là, quand ils sont venus me chercher, le Parti conservateur, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, parce que
Moi, je suis une fille du peuple. C'est eux qui vous ont choisi, c'est pas vous qui les avez choisis? Bien, moi, j'étais déjà conservatrice OK. depuis 83, dans le temps de Brian Mulroney. Mais c'est José Werner, à un moment donné, qui me connaissait, parce que moi, j'étais présidente de l'association de Beauport-les-Moineaux. On était 4, moi et mes 2 filles, puis un autre ami. Dans ce temps-là, les conservateurs, depuis 93, on n'osait pas trop sortir. Et José Werner est venu me voir. Je dis, oui, je vais me présenter. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je trouvais que les femmes avaient leur place. Donc, je suis arrivée au pouvoir avec toute ma naïveté. Parce que tu restes naïf un peu jusqu'à temps que tu prennes... moi, je suis là, puis je suis encore passionnée, puis je pense que je vais toujours être passionnée par la politique, parce que quand je ne fais pas de politique, bien, au Québec, bien, j'en fais ailleurs. Ah bon? Donc... On est tombé dans la potion magique. Oui, j'ai fait les élections en Haïti en 2006. Ah oui? Oui, j'étais observateur à court terme. Je te dis que quand tu arrives au Québec, tu trouves, au Canada surtout, tu trouves qu'on a une belle démocratie. 2017, bientôt 2018. Oui. Les gros dossiers chauds sont quoi pour vous, à part le Bien, G7, c'est sûr qu'on a le G7. C'est sûr que quand on s'en va à la Malbaie, on avait travaillé pendant la campagne électorale, puis là, c'est de plus en plus présent, l'UNESCO. On a aussi le plan d'eau. On a une belle région de plans d'eau. Les quais, tout ce qui s'appelle navigation, les ports. Donc ça, c'est des dossiers très importants. On parle aussi beaucoup de développement économique maintenant. Donc ça aussi, c'est des dossiers qu'on suit de près. Mais il y a plusieurs petits dossiers dans chaque région. Si je m'en vais à l'île d'Orléans, c'est encore les travailleurs étrangers. Et ce qu'on s'est aperçu dans notre tournée, c'est que de plus en plus, puis là, c'est de Beauport à aller jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, en passant par les Low-Coudes, les travailleurs, c'est de plus en plus difficile d'avoir de la main-d'œuvre dans notre région. Une pénurie. Une pénurie de main-d'œuvre. Bien, sur des emplois spécifiques. sur des emplois spécifiques, on n'a qu'à penser dans la restauration, dans l'hôtellerie, en agriculture, où on est obligé d'aller à l'extérieur pour avoir des travailleurs étrangers. Donc, de plus en plus, on va avoir besoin d'être. Est-ce que c'est parce qu'on oriente trop nos jeunes vers des études supérieures, ou bien non, c'est parce que les jeunes ne sont pas intéressés du tout par ce type d'emploi-là? Parce que non rémunérateur, ou bien non parce que trop saisonnier? Bien, je pense que c'est un peu... en tout cas, la réflexion qu'on a eue, c'est un peu tout ça. C'est un peu le fait que... Puis on s'en aperçoit pas juste en agriculture, là. On parlait juste d'aller trouver un cordonnier. C'est la base. On n'en a plus bien, des cordonniers. C'est jeté après usage aujourd'hui. C'est... alors, tous les travaux manuels qu'on a, peu ou pas prisés, on est en manque. Flagrant et partout. Et donc, moi, en tout cas, moi, Sylvie Boucher, je pense qu'il faut revoir un peu, il faut mettre un peu plus à l'avant-plan, puis faire des publicités aussi sexy pour ça. Tu sais, aller ramasser des fraises, c'est dur. Oui. Tout le monde se le dit. T'es au soleil. T'es au soleil, c'est des fête, grosses journées, mais pourtant, très peu de Québécois y vont. Les Mexicains, les Guatémaltèques, ils viennent chez nous. Ils sont contents de le faire. Puis je parlais justement, je suis allée visiter les fraises de l'île il y a 2 semaines. Puis je parlais avec un Guatémaltèque qui parle très bien français, ça fait 10 ans qu'il vient. Puis il dit 40 heures semaine, Mme Boucher, c'est pas assez. Eux sont habitués. Eux, dans leur pays, gagner... peut-être trop gâtés ici. Là, gagner 10 piastres de l'heure pour eux autres, c'est... Bien là, ils ont plus que ça, là, parce que ça coûte cher aussi à ceux qui les emploient. C'est un coût, l'hébergement et tout. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on est en train de regarder. Moi, je suis en train de
de prendre beaucoup de notes depuis 2 ans, qu'il faut donner à ces emplois-là un peu plus de glamour pour que nos jeunes viennent à revenir. Moi, quand je suis sortie de l'école, on travaillait moi, ma première job à vie, j'ai commencé à travailler à 11 ans. Je ne suis pas une référence, mais on travaillait. Moi, je faisais des sandwichs au club de golf. Puis c'était comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont... Trop gâtés. Ben oui, peut-être qu'on les a trop gâtés. On puis est coupable un peu quelque part. C'est sûr qu'on est coupable parce que ça passe aussi par le bénévolat. Tu sais, là, on parle des emplois, mais nos jeunes ne vont plus faire du bénévolat, très peu. Oui. Nous, moi, je me souviens à 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, je fais du bénévolat. Le bénévolat, ce sera toujours une partie de Sylvie Boucher. Mais il faut avoir une réflexion, je pense. On est rendu à une réflexion de groupe là, pour savoir comment contrer ça. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, à force de perdre les emplois, à avoir peine à trouver de la main-d'œuvre adéquate. Tu sais, nous, dans le temps, quand on passait la motte dans un hôpital, ça ne nous prenait pas un deck. Aujourd'hui, ça prend un deck. C'est ça. C'est le papier qui prime. C'est le papier qui prime. Tandis qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être pas à l'aise d'aller à l'école, pas parce qu'ils sont pas intelligents, là, mais parce que c'est pas dans eux. Il y en a qui aiment les études. Puis quand je regarde des jeunes, on a rencontré pendant notre tournée des jeunes qui ont un secondaire 5, qui ont une ferme incroyable, qui sont des hommes d'affaires, puis ils ont réussi. Tu dis, voilà. Ouais. Ça, c'est une réalité qu'on... Ils font ce qu'ils aiment aussi. Exactement. Et ça drive un peu l'expression. Parce que si tu te lèves le matin de reculons, tu t'en vas à ta job, et ça commence bien mal une journée. Bientôt, il va y avoir d'autres élections. Oui. Dans votre réflexion, vous vous présentez toujours. Et comment? Et comment? Surtout qu'on connaît les dossiers maintenant, on connaît sa région. Connaît les dossiers, je connais la région. Et dans ma tête à moi, c'était clair, quand je suis partie en 2011, j'avais promis à M. Harper de me représenter en 2015. Et quand je suis revenue, j'ai dit, je veux avoir au moins 2 mandats. Parce qu'un mandat, pour moi, c'est pas assez. Puis, il faut, quand on fait de la politique, puis c'est pas nous qui décidons, malheureusement, c'est la population. Mais c'est tant mieux parce que c'est démocratique. Mais oui, je vais me représenter, puis je suis plus solide aujourd'hui que je l'étais en 2015. Super. Madame Sylvie Boucher, députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, l'Île-d'Orléans, Charlevoix. Merci beaucoup pour cet entretien. Bien, merci beaucoup à vous de m'avoir invité, puis à la prochaine.